Le 16 octobre 1984 reste gravé dans la mémoire collective des Français comme le jour où l'innocence d'un enfant de 4 ans, Grégory Villemain, a été brutalement arrachée. Ce petit garçon, que rien ne destinait à devenir une figure médiatique, est devenu malgré lui le centre d'une des affaires criminelles les plus mystérieuses et les plus controversées de la justice française. Depuis qu'il a été retrouvé pieds et poings lié dans la Vologne, une rivière des Vosges, l'affaire a connu des dizaines de rebondissements, d'accusations, de retournements de situation, mais jamais de dénouement définitif. Pendant des années, la justice a tourné autour d'un noyau familial explosif, entre rivalité, jalousie et silence pesant. Des lettres anonymes, des appels malveillants, des accusations croisées ont tissé une toile si complexe que la vérité semble s'y être perdue. Mais voilà que, près de 40 ans après les faits, un nouveau développement vient ranimer la douleur et raviver les espoirs. Le 18 juin 2025, un arrêt de la Chambre de l'instruction de Dijon ordonne un supplément d'informations visant expressément Jacqueline Jacob, la grande-tante de Grégory. Cette décision, lourde de sens, marque le retour sur le devant de la scène d'une femme longtemps soupçonnée, puis effacée de la procédure judiciaire en 2018 lorsque sa mise en examen avait été annulée. Depuis, le dossier semblait s'être endormi. Mais en réalité, il ne dormait jamais vraiment. Il était là, tapis dans l'ombre, entre les mains des juges, des avocats, des experts. Et aujourd'hui, il ressurgit avec force. Dominique Brault, président de la Chambre de l'instruction, a estimé que les éléments réunis contre Jacqueline Jacob étaient suffisamment graves et concordants pour justifier une nouvelle convocation. À 80 ans, cette femme discrète, au rôle jusqu'ici flou, pourrait être convoquée dans les jours à venir pour répondre à une possible mise en examen pour association de malfaiteurs. Un changement de stratégie notable. Si le parquet général de Dijon avait auparavant estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour retenir l'accusation de complicité d'assassinat, la nouvelle approche permet de relancer l'affaire sans s'enliser dans des débats juridiques trop restrictifs. Mais qui est Jacqueline Jacob? Pourquoi tant de soupçons pèsent-ils sur elle? Au fil des années, plusieurs indices ont conduit les enquêteurs à s'intéresser de près à son comportement et à sa position dans la galaxie familiale des Villemain. D'abord, il y a eu les corbeaux, ces mystérieux expéditeurs de lettres anonymes et d'appels téléphoniques menaçants qui ont harcelé la famille pendant des mois avant et après la mort de Grégory. Parmi les nombreux enregistrements conservés, l'un d'eux fait aujourd'hui figure de pièce clé. René Jacob, le beau-frère de Jacqueline, aujourd'hui décédé, aurait reconnu son rire sur l'un des appels. Puis il y a les éléments de calendrier. À plusieurs reprises, les appels du corbeau ont été émis précisément au moment où Jacqueline Jacob était officiellement en arrêt maladie. Coïncidence troublante ou signe d'une disponibilité accrue pour passer ses appels en cachette. Les juges s'interrogent. Le jour du meurtre, le 16 octobre 1984, Jacqueline a toujours déclaré avoir participé à une réunion syndicale à la filature d'Aumontzey. Elle y assistait, selon ses dires, en tant que déléguée du personnel. Cet alibi, longtemps accepté, vient aujourd'hui d'être mis à mal par un témoignage capital. Celui de son amant de l'époque, également présent à la réunion, qui affirme qu'elle serait partie vers 16 heures. Or, l'enlèvement de Grégory est estimé à 17 heures. Une heure de vide, une faille temporelle qui sème à nouveau le doute. Enfin, et peut-être surtout, les experts ont étudié avec minutie plusieurs lettres anonymes attribuées au corbeau. Grâce à des techniques modernes de stylométrie, analyse du style d'écriture, un laboratoire suisse a attribué à Jacqueline Jacob 4 courriers. Cette expertise, bien que contestée par la défense, constitue un élément nouveau et déterminant selon le président Brault. Elle vient s'ajouter à un faisceau d'indices que la justice ne peut plus ignorer. Ce retour en force de Jacqueline Jacob dans le dossier, presque 41 ans après les faits, agit comme une onde de choc dans l'opinion publique. L'affaire Grégory n'est pas seulement une énigme judiciaire. Elle est devenue un mythe national, un miroir des failles de la justice et des passions humaines les plus sombres. Le silence de Jacqueline Jacob jusqu'à présent, son maintien dans l'ombre, renforce encore le mystère. Que cherche vraiment la justice? La vérité bien sûr, mais aussi peut-être la reconstruction d'un puzzle trop longtemps laissé en suspens. En convoquant Jacqueline Jacob, Dominique Brault ne promet pas une conclusion. Il propose une relance, un pas de plus dans un labyrinthe judiciaire où chaque couloir mène à de nouvelles incertitudes. À mesure que les années passent, que les témoins vieillissent ou disparaissent, et que la mémoire collective s'émousse, le dossier Grégory continue de fasciner par sa complexité et ses zones d'ombre. Et si un nom semble aujourd'hui cristalliser les soupçons de la justice, c'est bien celui de Jacqueline Jacob. Longtemps reléguée au second plan, son implication présumée dans l'affaire revient brutalement sur le devant de la scène.
Et cette fois, ce ne sont plus de simples intuitions ou soupçons familiaux, mais bien des éléments concrets et réévalués qui justifient son retour dans la lumière. L'un des axes d'enquête les plus déterminants concerne l'emploi du temps de Jacqueline Jacob le jour du drame, le 16 octobre 1984. Pendant des décennies, elle s'est tenue à une version précise. Elle aurait assisté à une réunion syndicale en tant que déléguée du personnel dans les locaux de la filature d'Aumondzey où elle travaillait. Cet alibi a longtemps été considéré comme un rempart solide, difficile à démonter. Mais près de 40 ans plus tard, la justice redécouvre cette journée sous un angle nouveau. Le retournement provient d'un témoignage inattendu, celui de son ancien amant qui a confirmé être présent à cette réunion. Selon lui, Jacqueline aurait quitté la salle vers 16 h, soit 1 heure avant l'enlèvement de Grégory, estimé à 17 h. Cette déclaration vient fragiliser considérablement son alibi. Car si elle n'était plus présente à la réunion à cette heure-là, alors où se trouvait-elle réellement? Et surtout, que faisait-elle? Le doute s'installe et avec lui, un faisceau d'indices que le président de la chambre de l'instruction juge aujourd'hui graves et concordants. Il y a également les courriers du Corbeau, ces lettres anonymes pleines de haine, adressées aux parents Villemain avant et après le meurtre de leur enfant. Plusieurs d'entre elles sont fait l'objet d'analyses poussées. C'est ici qu'intervient un élément technique crucial, la stylométrie. Cette méthode d'analyse linguistique, encore peu connue du grand public, consiste à étudier la signature stylistique d'un auteur à travers son écriture, choix des mots, tournure de phrases, structure grammaticale, fréquence de certains termes. Dans ce dossier, un laboratoire suisse spécialisé a analysé plusieurs lettres du Corbeau et a conclu que 4 d'entre elles pourraient avoir été rédigées par Jacqueline Jacob. Ces résultats, aussi spectaculaires soient-ils, divisent profondément. Pour Frédéric Bernat, l'avocat de Jacqueline Jacob, il ne s'agit que d'hypothèses sans fondement scientifique sérieux. Il dénonce même une forme de fraude intellectuelle pointant du doigt l'expert suisse qui aurait, selon lui, violé le secret de l'instruction en s'exprimant publiquement, notamment sur la chaîne BFM TV. Il se présente comme biologiste, mais ce n'est pas parce qu'on sait séquencer des cellules qu'on sait séquencer des textes, s'emporte l'avocat. À ses yeux, cette expertise ne vaut rien et ne saurait être prise en compte sérieusement dans un dossier aussi lourd. De l'autre côté, François Saint-Pierre, l'avocat de Christine et Jean-Marie Villemain, adopte une posture plus mesurée. S'il reconnaît la fragilité des expertises, il insiste également sur leur potentiel complémentaire. Une expertise peut toujours être contre-expertisée, affirme-t-il. Il s'agit, selon lui, de ne pas surévaluer, mais ne pas sous-estimer non plus l'apport de telles analyses. Car mises bout à bout, elles dessinent un profil, une cohérence, qui pourrait orienter la justice. Un autre point troublant mérite l'attention, la corrélation entre les arrêts maladie de Jacqueline Jacob et l'activité des Corbeaux. Lorsqu'elle ne se rendait pas au travail, pour raison de santé, les appels anonymes et les lettres menaçantes se multipliaient étrangement. Cette coïncidence temporelle, longtemps ignorée ou minimisée, est aujourd'hui examinée sous un jour nouveau. La disponibilité physique qu'impliquent ces arrêts pourrait avoir permis à Jacqueline d'agir sans éveiller les soupçons immédiats de son entourage professionnel. Au fil de l'instruction, les enquêteurs ont également étudié les dynamiques familiales. La famille Villemain, divisée en plusieurs branches, a longtemps été le théâtre de tensions, de jalousie et de rancune. Jacqueline Jacob, par son lien de parenté avec plusieurs protagonistes, se trouvait au cœur de ce nœud relationnel. Certaines lettres du Corbeau révèlent une connaissance intime de la vie privée des Villemain, ce qui suggère que leur auteur faisait probablement partie du cercle familial élargi. De ce point de vue, Jacqueline possédait le profil idéal, proche mais discrète, présente mais en retrait, informée sans être trop exposée. Tous ces éléments, pris ensemble, n'apportent pas une preuve irréfutable mais forment un tableau préoccupant. C'est ce que souligne Dominique Brault dans son arrêt du 18 juin. Pour lui, il s'agit d'un faisceau d'un, suffisamment cohérent pour justifier la relance judiciaire. Il ne s'agit pas de désigner une coupable, mais de creuser une piste qui n'a pas été suffisamment exploitée par le passé. Alors que le spectre du doute plane toujours sur l'affaire Grégory, Jacqueline Jacob se retrouve à nouveau dans la tourmente. Pour ses défenseurs, elle est une victime de la vindicte médiatique, une octogénaire accablée par des spéculations, mais pour les partisans de la relance du dossier, elle pourrait bien détenir les clés d'une vérité étouffée depuis trop longtemps. Dans le monde feutré mais implacable des prétoires, il n'est pas rare que le droit se conjugue à la stratégie. L'affaire Grégory ne fait pas exception. Si l'annonce du 18 juin concernant la relance de l'information judiciaire a autant fait parler, ce n'est pas seulement en raison de l'âge de Jacqueline Jacob ou de la symbolique de sa convocation. C'est surtout parce qu'elle s'inscrit dans une véritable manœuvre judiciaire orchestrée par Dominique Brault, président de la Chambre de l'instruction de Dijon. Et cette manœuvre a un nom, l'association de malfaiteurs. Il faut comprendre ce choix comme un pivot juridique décisif. Initialement,
Les enquêteurs envisageaient une mise en cause de Jacqueline Jacob pour assassinat, complicité d'assassinat ou encore pour non-dénonciation de crime. Mais en avril dernier, le parquet général de Dijon, par la voix de Philippe Astruc, a exprimé ses réticences. Selon lui, les éléments à disposition ne permettaient pas de considérer que Jacqueline Jacob avait pu participer directement ou indirectement au meurtre de Grégory. Les accusations semblaient trop fragiles, les indices trop fragmentaires. Face à ce blocage, Dominique Brault n'a pas baissé les bras. Bien au contraire, il a adopté une approche alternative qui, tout en contournant les objections du parquet, permet de rouvrir le dossier sous un angle nouveau mais cohérent. En choisissant de retenir l'infraction d'association de malfaiteurs, il offre à l'enquête un cadre juridique plus souple mais tout aussi sérieux. L'association de malfaiteurs, en droit pénal français, suppose l'existence d'un groupe constitué en vue de préparer un ou plusieurs crimes. Il ne s'agit donc plus de prouver que Jacqueline Jacob a tué Grégory, ni qu'elle en est complice. Il faut démontrer qu'elle a, sciemment, participé à une entreprise collective visant à nuire. Par exemple, en collaborant à la rédaction des lettres de Corbeau ou en protégeant certains membres du clan familial. Ce glissement est capital, car il permet de judiciariser des faits périphériques qui, mis ensemble, pourraient révéler une mécanique collective. Cette stratégie offre aussi un avantage procédural important. Elle relance le chronomètre de la prescription. Là où l'assassinat est prescrit au bout de 30 ans, sauf interruption, l'association de malfaiteurs peut donner lieu à des interprétations plus larges selon la date de la dernière action concrète du groupe incriminé. En d'autres termes, la justice se donne du temps, ce bien si précieux dans une affaire aussi ancienne. Face à ce revirement, la défense de Jacqueline Jacob s'organise. Maître Frédéric Bernat, son avocat, ne cache pas sa colère. Il y voit un tour de passe-passe destiné à maintenir sa cliente dans un état de suspicion permanente sans jamais apporter de preuves solides. Il dénonce notamment le recours à la stylométrie qu'il considère comme une pseudo-science. On veut condamner une femme de 80 ans sur la base d'analyses linguistiques douteuses réalisées par un expert qui n'a aucune légitimité dans le domaine judiciaire, affirme-t-il dans plusieurs médias. Il ajoute que cette stratégie revient à criminaliser des comportements ordinaires sur fond de vie familiale troublée. Mais les partisans de cette relance judiciaire estiment au contraire que cette démarche est justifiée et nécessaire. Pour François Saint-Pierre, avocat de Christine et Jean-Marie Villemain, il ne s'agit pas de faire un exemple mais de donner une dernière chance à la vérité. Le rôle de Jacqueline Jacob n'a jamais été clarifié et le temps joue contre la justice. Il faut donc agir vite mais intelligemment. Le débat s'intensifie, tant sur le fond que sur la forme. Certains magistrats estiment en privé que Brault a pris un risque calculé mais risqué tout de même. D'autres saluent sa finesse juridique et son courage procédural. Une chose est sûre, en rouvrant ce volet de l'affaire, il a relancé une mécanique que beaucoup croyaient à l'arrêt. Et au centre de cette manœuvre, il y a une femme, Jacqueline Jacob, désormais sur le point d'être convoquée. Sa voix, si elle accepte de parler, pourrait éclairer ou obscurcir encore davantage cette tragédie. Mais elle sera également confrontée à une réalité. Celle d'une justice qui, malgré les décennies écoulées, n'a jamais renoncé. Il reste à savoir maintenant comment elle choisira de se défendre et surtout, quelle sera l'issue de cette convocation. Une mise en examen pour association de malfaiteurs ou un simple statut de témoin assisté. La réponse à cette question pourrait dessiner les contours de l'épilogue tant attendu ou relancer, une fois encore, la spirale de l'incertitude. À l'aube de sa convocation tant attendue, Jacqueline Jacob se retrouve à la croisée de deux chemins judiciaires qui pourraient changer à jamais le cours de sa vie et de l'enquête. Après 40 ans de rebondissements, de suspicions familiales, de silence et de fausses pistes, la justice doit désormais se prononcer. La grande tante du petit Grégory sera-t-elle mise en examen ou placée sous le statut de témoin assisté? Derrière cette alternative se dessine une réalité bien plus lourde que de simples termes juridiques. L'un de ces deux statuts pourrait la faire basculer officiellement dans le camp des suspects. La mise en examen, tout d'abord, est loin d'être une condamnation. Contrairement à ce que l'opinion publique pourrait croire, elle n'est pas un verdict, mais une étape de la procédure pénale. Pour qu'une personne soit mise en examen, il faut que des indices graves ou concordants laissent le penser qu'elle a pu participer à une infraction. C'est une décision lourde de conséquences. Elle implique un statut formel d'accusé avec la possibilité d'un contrôle judiciaire, d'interdiction, voire d'une détention provisoire dans certains cas. Elle donne également accès au dossier complet de l'instruction, permettant à la défense de mieux se préparer. Dans le cas de Jacqueline Jacob, la mise en examen pour association de malfaiteurs serait un séisme judiciaire. Cela signifierait que la justice estime qu'elle aurait pu participer activement à une entreprise collective destinée à nuire, même sans être directement impliquée dans le meurtre de Grégory. Ce serait un signal fort adressé à l'opinion. Le dossier Grégory est toujours vivant et l'ombre des Corbeaux pourrait bien s'éclaircir. Mais une autre issue est possible, celle du statut de témoin assisté.
Ce statut intermédiaire a été introduit dans la procédure pénale pour protéger les droits des personnes visées par une enquête, sans aller jusqu'à les mettre en examen. Il s'applique quand il n'existe pas, ou pas encore, d'indices graves et concordants. Il permet d'être assisté d'un avocat, d'être informé du contenu du dossier et d'être entendu dans un cadre juridiquement encadré. En somme, il reconnaît que des soupçons existent, mais sans les formaliser en accusation. Pour Jacqueline Jacob, ce statut pourrait représenter une forme de compromis. Il éviterait la mise en accusation frontale tout en maintenant la pression judiciaire. Pour la défense, il serait évidemment plus acceptable car il limiterait les conséquences immédiates, tant médiatiques que juridiques. Mais pour les parents de Grégory et leur soutien, cela pourrait être vécu comme une nouvelle frustration, voire comme un renoncement partiel à établir la vérité. Quoi qu'il en soit, la décision ne pourra être prise qu'à l'issue de l'audition de Jacqueline Jacob, au cours de laquelle elle devra s'expliquer sur les différents éléments qui pèsent contre elle. L'alibi contesté du 16 octobre 1984, les analyses stylométriques sur les lettres anonymes, la reconnaissance de sa voix sur les appels du corbeau et les coïncidences entre ses arrêts maladie et les périodes d'envoi des courriers. Autant de points qui, réunis, dressent un tableau inquiétant, mais encore insuffisant, selon certains, pour justifier une mise en examen. Derrière ce choix entre témoins assistés et mise en examen se cache un autre enjeu majeur, celui de la prescription. Car si Jacqueline Jacob est placée sous le statut de mise en examen, il faudra ensuite déterminer si les faits peuvent encore être poursuivis. Pour l'association de malfaiteurs, les délais de prescription sont plus flous, dépendant notamment de la date du dernier acte du groupement. En revanche, pour des faits de complicité d'assassinat ou de non-dénonciation de crime, le temps joue contre la justice. Ce débat technique et complexe sera tranché ultérieurement, mais il influencera profondément la suite du dossier. En attendant, la tension monte. Les Villemain, parents du petit Grégory, suivent avec attention et prudence cette nouvelle phase. Ils savent que chaque décision peut être contestée, chaque expertise remise en cause, chaque progrès potentiellement renversé. Leur avocat, François Saint-Pierre, reste prudent. Il affirme que Christine et Jean-Marie n'attendent pas une revanche, mais une vérité étayée, enfin reconnue. Il redoute que cette relance ne soit qu'un nouveau feu de paille. Mais ils espèrent, malgré tout, qu'elle conduira à des révélations concrètes. De son côté, Jacqueline Jacob reste silencieuse. Elle n'a jamais publiquement reconnu de faute. Si elle nie en bloc toute implication, cette audition pourrait marquer un tournant décisif. Son attitude, ses réponses, sa mémoire, tout sera scruté à la loupe. Et dans ce climat tendu, une parole, un lapsus ou une contradiction pourrait suffire à faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Dans les couloirs du palais de justice de Dijon, on murmure que cette audition est peut-être la dernière chance de comprendre ce qui s'est réellement passé en octobre 1984. Ce sera donc une audition capitale, attendue non seulement par les acteurs du dossier, mais aussi par une France qui, depuis 41 ans, n'a jamais cessé de s'interroger. Qui a tué Grégory ? Alors que les projecteurs se braquent une fois de plus sur l'affaire Grégory, une question fondamentale refait surface avec insistance. La justice peut-elle encore espérer résoudre ce crime vieux de plus de 40 ans ? Le doute plane comme une brume persistante sur les Vosges. Si l'émotion reste intacte, si les noms, Villemain, Jacob, Boll, hantent toujours la mémoire collective, les espoirs de procès s'amenuisent à mesure que les témoins disparaissent, que les souvenirs s'estompent et que les preuves matérielles résistent à toute exploitation décisive. Car malgré les efforts des juges, des enquêteurs et les avancées scientifiques, aucun ADN formellement identifié n'a encore permis d'établir la culpabilité d'un suspect. Pourtant, les scellés existent, bien conservés, prêts à être analysés sous tous les angles. Les cordelettes qui ont servi à ligoter Grégory son anorak, les enveloppes et lettres des corbeaux, autant d'objets figés dans le temps. Sur ces pièces, des traces ADN, mixtes, féminines et masculines, ont été relevées. Mais elles restent inexploitées avec certitude. Le progrès technologique en matière de génétique a pourtant permis, ces dernières années, de résoudre des affaires dites froides. On pense aux États-Unis, où des crimes vieux de plusieurs décennies ont trouvé une issue grâce à l'analyse d'ADN mitochondrial ou au séquençage génomique avancé. Mais en France, le cadre juridique est plus strict, et les techniques encore limitées pour des ADN mélangés. Le grand espoir des Villemain repose donc sur le futur. Peut-être qu'un jour, une innovation permettra de séparer et d'identifier ces empreintes génétiques confondues et d'attribuer nommément les ADN retrouvés sur les scellés. Mais en attendant, la justice avance à l'aveugle, ou presque. Les pièces indirectes, les témoignages anciens, les lettres anonymes, les enregistrements sonores, les expertises graphologiques ou linguistiques sont autant de fragments imparfaits. Aucun ne se suffit à lui seul. Et c'est bien là toute la complexité du dossier Grégory.
Il ne repose pas sur une preuve irréfutable, mais sur un enchevêtrement de coïncidences, de doutes, de contextes familiaux toxiques et d'incompréhension judiciaire. L'un des enjeux cruciaux réside désormais dans la stratégie adoptée par la justice française. Faire vivre le dossier, ne pas le refermer, garder la porte ouverte à une hypothétique avancée scientifique. Certains juristes parlent d'une enquête en veille, à la manière d'un ordinateur en sommeil prêt à se rallumer au premier signal. Cette approche permet de maintenir une pression sur les suspects potentiels, mais elle soulève aussi des questions éthiques. Peut-on éternellement laisser planer le soupçon sur une famille? Les Villemain, eux, oscillent entre résilience et lassitude. Jean-Marie, qui avait vengé son fils en tuant Bernard Laroche en 1985, vit désormais loin des médias. Christine, injustement accusée puis blanchie, continue de porter le poids d'un deuil jamais apaisé. Pour eux, relancer la procédure autour de Jacqueline Jacob est un pas de plus vers la vérité. Mais ils savent aussi que le temps est devenu leur ennemi. Chaque mois qui passe efface un peu plus les traces du passé. Et pendant ce temps, l'opinion publique continue d'observer, de juger, d'interpréter. L'affaire Grégory est entrée dans une sorte de mythologie judiciaire française. Elle n'est plus simplement une enquête criminelle, elle est devenue le symbole des dysfonctionnements de la justice, de ses lenteurs, de ses erreurs, de ses coups d'éclat comme de ses silences. Elle nous parle de l'enfance assassinée, du poids des non-dits familiaux, de l'acharnement médiatique et de l'impuissance des institutions. À 80 ans, Jacqueline Jacob reste une énigme. Elle incarne aujourd'hui la dernière figure majeure encore vivante autour de laquelle la justice pourrait se cristalliser. Si elle est mise en examen, un procès pourrait enfin avoir lieu, même si les charges reposent davantage sur un faisceau d'indices que sur une preuve formelle. Mais si elle est simplement placée sous le statut de témoin assisté, puis laissée en marge de la procédure, alors le dossier risque, une fois encore, de retomber dans l'oubli judiciaire. Et pourtant, le petit Grégory, lui, reste là. Dans chaque article, chaque livre, chaque documentaire, chaque émission spéciale. Son sourire figé, son regard innocent, son anorak rouge sont devenus les symboles d'un drame qui n'en finit pas. Tant que son meurtre ne sera pas élucidé, la plaie restera ouverte. Pas seulement pour ses parents, mais pour une nation tout entière. Car au fond, l'affaire Grégory est bien plus qu'une affaire criminelle. Elle interroge notre société sur sa capacité à affronter le doute, à résister à l'oubli, à choisir entre vengeance et justice. Et tant qu'un nom n'aura pas été inscrit officiellement sur le banc des accusés, tant qu'un jugement n'aura pas été rendu, tant qu'un coupable ne se sera pas levé, la Vologne continuera de murmurer le nom de l'enfant qu'elle a emporté un jour d'automne 1984. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre fidélité et votre intérêt nous touchent profondément. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes, analyses et actualités. Votre soutien fait toute la différence. Nous vous invitons également à laisser un commentaire, vos avis, vos réflexions ou vos souvenirs liés à cette affaire sont précieux et enrichissent à la discussion. Et surtout, restez connectés, car nos prochaines vidéos vous réservent encore de nombreuses révélations. À très bientôt sur notre chaîne.